That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors nous allons reparler de Steven Soderbergh, on en avait parlé la dernière fois, c'était lors d'une soirée, projection, débat au Club de l'Étoile le 22 juin 2024. Frédéric Mercier était déjà là, il y avait aussi François Bégodeau, on avait projeté l'anglais et The Girlfriend Experience, ensuite il y avait eu un débat. Et déjà ce soir-là, Frédéric m'avait parlé de ce projet littéraire important, imposant. Et donc, finalement, on est là pour en parler de la première partie, premier volume, je le montre. Donc, Steven Soderbergh, les années analogiques. Vous reconnaissez Catherine Zeta-Jones dans Ocean's 12, je crois que c'est 2004, si je ne me trompe pas. Et c'est le volume 1, c'est édité chez Marès. Je remercie Pierre Julien pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et le livre a été pensé et écrit par Christophe Chabert, Frédéric Mercier. Ils sont là, donc je suis très content qu'ils aient accepté cette invitation. Et avant qu'on parle du livre, de tout ça, la question basique que je pose à tous les deux, à chaque fois à mes invités, comment allez-vous? Et il y a toujours un silence à cette question un peu bizarre. Comment allez-vous? Ça va. Ça va aussi bien que ça puisse aller dans le monde dans lequel on vit. Et dans le monde dans lequel on vit, est-ce que écrire sur Soderbergh, c'est une nécessité? Ah oui, carrément. Carrément. On s'en rend d'autant plus compte maintenant qu'on est dans la phase, parce qu'on a quand même bien sûr déjà beaucoup avancé sur le volume 2, et on se rend compte à quel point est-ce que Soderbergh nous aide à penser le monde dans lequel on vit. Mais vraiment, c'est à un point même qui nous surprend nous-mêmes chaque fois qu'on y retourne. C'est-à-dire qu'on a beau commencer à bien connaître les films et le personnage qu'est Soderbergh, eh bien, c'est quand même très, très étonnant de le voir à ce point connecté aux réalités du monde contemporain, en avance et toujours extrêmement pertinent sur les questions qui se posent. En fait, ouais, il a 10 ans d'avance, quoi. On était encore hier en relecture d'un chapitre et on s'étonnait en relisant des lignes à quel point un chapitre pourtant écrit il y a pas mal d'années maintenant, il y a quelques temps, collait, on va dire, à l'actualité ou à ce que tu dis du monde. On parlait vraiment hier, il y avait vraiment un passage qui nous éclairait sur la politique internationale ou par exemple sur les récents propos de Trump à propos du cinéma international et les taxes qu'il veut imposer sur les films étrangers. Et donc, et le chapitre concernait quelque chose que Soderbergh avait dit il y a 10 ans. Voilà. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, ce projet a été pensé, la genèse de ce projet est survenue dans une situation où le monde était confiné. Oui, ça a été le point de départ. Ouais. Le point de départ, ça a été le fait qu'on était enfermés chez nous, qu'on n'avait pas autre chose à faire que de parler à distance de cinéma. Et quand on s'est posé la question de qui est-ce qui, en ce moment, a le mieux parlé de ce qu'on est en train de vivre, le nom de Soderbergh est venu très vite dans la conversation. Parce que Contagion, tout simplement. Et Contagion avait, pour ainsi dire, absolument résumé ce qu'on allait vivre avec le Covid. Et quand on revoit Contagion, on se rend compte à quel point est-ce que c'est absolument juste et pertinent d'un bout à l'autre, presque. Mais la question qui se posait, c'était Contagion, c'était il y a 10 ans, c'est très bien, et Soderbergh, il en est où aujourd'hui? Et quand on regardait où il en était aujourd'hui, déjà, il n'était plus dans les salles de cinéma, il était sur les plateformes de streaming, et 2, il était en train de faire des films sur l'économie, un film sur l'économie du basket et un film sur l'évasion fiscale. Ouais. Et... Je me rappelle que c'est vraiment parti de ça. On a eu une discussion sur High Flying Bird et sur Laundromat, et on s'étonnait l'un et l'autre de la pertinence des films, de la pertinence sur l'état du monde à ce moment-là, en voyant ces deux films-là. Et Contagion, je crois qu'on n'en a même pas parlé vraiment à ce moment-là parce que c'était comme une évidence.
Par contre, ces deux films-là qui apparaissaient sur les plateformes nous paraissaient extrêmement pertinents, nous, pour penser l'économie, ou pour penser même un sujet comme le commerce des agents sportifs, auquel on ne connaît, enfin moi je ne connaissais rien. Et on était très étonnés par la pertinence, parce qu'on apprenait la façon dont on pouvait penser le monde. Et il y avait autre chose, mais là c'est peut-être les critiques qui parlent, c'est qu'on était aussi étonnés du peu de cas qui étaient faits de ces films. Ouais, en gros, soit ils étaient totalement négligés, et on en parlait à peine, soit ils étaient condamnés, notamment The Laundromat, par justement son mode de production. C'est-à-dire, c'est une production Netflix. On lisait par exemple que ça avait un cachet Netflix, ce qui est quand même fou de la part de Soderbergh, qui est son propre chef opérateur, donc qui de fait ne se soumet à aucun diktat visuel d'aucun type de distributeur, de diffuseur ou de producteur. Il crée lui-même ses propres images, donc il ne peut pas être assujetti à une image préétablie. Donc ça déjà, c'est assez fou. Et cette idée que parce que c'était un film Netflix, ça serait forcément un film au rabais, on trouvait ça déjà un peu court critiquement, et surtout, ça nous paraissait passer complètement à côté de la dimension brechtienne du film, qui consiste justement à se moquer de l'économie, ou plus exactement à faire apparaître les mécanismes de l'économie. Et dans ces mécanismes de l'économie, Netflix en fait partie, puisque Netflix est aussi, à sa manière, un grand pourvoyeur d'évasion fiscale. Et donc, il y avait beaucoup d'ironie aussi dans le fait de faire produire par Netflix un film sur l'évasion fiscale, puisqu'ils sont eux-mêmes dans cette logique. Donc, on évacuait un peu vite toutes les questions posées et esthétiquement, et politiquement, et économiquement par le film lui-même. Donc, en fait, ouais, quelque part, comme il n'y avait plus d'enjeu Soderbergh, parce que Soderbergh n'était plus dans les salles, et on se rend compte à quel point est-ce qu'en France, bien au-delà de la question de l'exploitation et tout ça, il faut que les cinéastes soient présents dans les salles pour que quelque part ils alimentent la conversation critique. Et quand ils ont le malheur de déserter, eh bien très vite en fait on les considère comme 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 si d'un seul coup ils se mettaient à produire une espèce de cinéma au rabais, ouais, c'est ça. Ou vendu. Ça me paraît un peu court quand même comme réflexion, mais ça me le paraît d'autant plus par rapport à Soderbergh. Si je devais poser une question, enfin, oui, une question provocatrice par rapport à ce que vous êtes en train de me dire, si on devait répondre à la question qu'est-ce qui caractérise, la fameuse question qui veut tout dire et pas grand-chose, qu'est-ce qui caractérise le cinéma de Soderbergh, est-ce qu'on pourrait avancer le fait qu'il soit toujours en avance? Et ça, j'aimerais bien savoir comment c'est possible. Et puis surtout, et c'est là où la question est provocatrice, c'est peut-être parce que ce qui le caractérise, c'est cette espèce de négligence des autres. Parce que ça peut avoir des répercussions aussi sur sa manière de travailler un plan, de fabriquer des images. Négligence des autres, des autres cinéastes, des autres. Alors, par exemple, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a ce rapport à Hollywood qui est complexe, mais ça fait c'est surtout de la part de ceux qui financent les films à Hollywood. Et quand vous me parlez de plateforme, un film Netflix, c'est plus de l'ordre de celles et ceux qui regardent les films sur Netflix, voire même les critiques de cinéma. Donc, il y a une espèce de double paradoxe, d'où cette négligence un peu bizarre. Est-ce que c'est ça qui caractériserait le cinéma de Soderbergh? Mais si on était encore plus pour le coup dans l'intériorité des films, c'est le fait qu'il soit toujours en avance, mais que ça, on s'en aperçoit plus tard. Si je peux me permettre d'essayer de tenter une piste de réponse. Déjà, Soderbergh, c'est un cinéaste qui a commencé comme un cinéaste indépendant, même comme le fer de lance du cinéma indépendant. Sex Mensonge et Vidéo, c'est le film qui a défini le cinéma indépendant américain pendant, au minimum une quinzaine d'années. Je dis au minimum, parce qu'il n'est pas du tout impossible qu'on n'en soit jamais vraiment sorti de ce paradigme posé par Sex Mensonge et Vidéo. Mais en fait, chez Soderbergh, cette question de l'indépendance, ce n'est pas une question esthétique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de créer une esthétique du cinéma indépendant, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'être indépendant par rapport aux doléances qui peuvent être faites par les studios, par les producteurs, ou même par les goûts du public. Lui, c'est ça, cette idée, c'est l'indépendance pour lui, c'est fabriquer le cinéma qui lui paraît le plus pertinent au moment où il le fabrique. Et surtout, avec les outils
les plus Ouais, pertinents possibles. c'est ça. Et c'est là où on rejoint la première partie de ta question, c'est-à-dire que quand on fabrique un cinéma de manière indépendante, c'est-à-dire sans se soucier finalement de ce qui pourrait, là, maintenant, tout de suite, résonner dans l'esprit du public ou plaire aux envies des décideurs et des investisseurs et tout ça. Mais qu'on le fait en plus avec l'idée de se situer au bon endroit, au bon moment et avec les bons outils pour filmer ce qu'est la réalité. Eh bien forcément, si on se met dans cette position-là, on va faire apparaître quelque chose qui va peut-être ne pas être évident pour les gens à ce moment-là, mais qui 10 ans plus tard, quand ils vont se retourner, on se dire mais c'est fou. En C'est fait, fou, ça pourquoi on marche. n'a pas regardé à cet endroit-là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas regardé sous cet angle-là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris cet outil-là pour regarder la réalité et comprendre ce qui était en train de se passer et qui aujourd'hui nous saute aux yeux? Je pense que c'est en ça où on peut articuler les deux idées. Essayons de comprendre un petit peu le début par rapport à ces influences. Question très simple, d'où vient Soderbergh avant qu'il arrive à faire ce film Sexe, mensonges et vidéo? D'où vient-il? Et puis surtout au niveau de ses influences, est-ce qu'on peut déjà comprendre le cinéma en devenir de Soderbergh? Bah, deux choses. Bon, il est le fils de ses parents. Il naît à Bâton Rouge. D'un côté, non, mais il a un père qui est plutôt un universitaire. Qui est un sachant, on va dire. Hein, c'est comme ça qu'on pourrait le distinguer. Sa mère, les relations entre ses parents sont très compliquées. Sa mère est plutôt éprise, on va dire, de choses plus de l'ordre de la superstition, du paranormal. C'est-à-dire qu'il est né déjà dans cette contradiction-là. Hein, c'est-à-dire entre quelque chose qui serait de l'ordre du rationnel et quelque chose qui serait de l'ordre plutôt de l'irrationnel ou de la croyance. Il est pris dans ce conflit-là. En termes d'influence, et je le raconte parce qu'on le racontera plus tard, et il prendra le pseudo de son père pour être le chef opérateur, il prendra le pseudo de sa mère pour être son propre monteur, et c'est quelqu'un qui va assez rapidement se lancer dans le cinéma. On en parle, hein, on parle de ses premiers essais en particulier. Ce qu'on peut dire en termes d'influence, je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est que Soderbergh, par rapport à beaucoup de cinéastes de sa génération, c'est pas un cinéaste fétichiste, nostalgique, tellement maniériste. C'est pas quelqu'un tellement qui se réclame de ses influences. Il peut avoir besoin, et ça rejoindra un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il peut avoir besoin de cinéastes du passé, c'est-à-dire parce qu'ils ont créé des outils à un moment donné dont lui-même va pouvoir avoir besoin pour créer le film qu'il est en train de créer, pour créer voilà, le film sur lequel il est, mais ce n'est pas un cinéaste qui va être sans cesse dans l'admiration des cinéastes du passé. Et en ça, à mon avis, il se distingue de beaucoup de cinéastes de son époque. Hein, c'est-à-dire que c'est quand même l'époque où apparaissent des types comme James Gray, comme Quentin Tarantino, etc. etc. Enfin, c'est cette génération-là. Et lui n'est pas du tout dans ce rapport-là au passé. Il n'est pas dans un rapport de vénération au passé. Et on va dire que l'histoire du cinéma ne l'intéresse pas tant que ça. Hein, c'est pas un cinéphile, si tu veux, Soderbergh. Évidemment, Soderbergh a des cinéastes importants. Steven Spielberg est très important dans son parcours. Et on sait qu'actuellement, il est en train de d'ailleurs travailler sur un livre sur le tournage des Dents de la Mer, dont il dit que c'est peut-être le premier choc cinématographique qu'il a eu. D'ailleurs, il s'amuse, hein, il dira que dans Contagion, il imaginait Contagion comme les dents de la mer, où soudain les ailerons de requin, ce seraient les boutons de l'ascenseur. Voilà. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui a aussi une connaissance véritable du cinéma européen, d'Alain Resnais, on en parle, de Jean-Luc Godard. Il dit souvent que Godard a déjà tout inventé, d'une certaine façon, ou tout trouvé. Voilà. Mais si tu veux, ce sont des cinéastes qui vont l'intéresser. Les films vont lui plaire. Il va s'intéresser à Richard Lester, avec qui il fera un livre d'entretien. Mais c'est pas tellement un cinéaste. C'est pas un cinéaste qui a grand chose à faire de l'histoire du cinéma. Il n'est pas tellement là pour s'inscrire dans une démarche de filiation, d'héritage. Pas du tout. Il reste sympathique. Et donc Spielberg l'intéresse pour le storytelling, je dirais, pour aller vite. Ouais, puis surtout, il a une approche pratique du cinéma. Et c'est pour ça que très tôt, il a une caméra dans les mains. Dès 14-15 ans, on lui met une caméra dans les mains. Il commence à faire des films. Et dans le même temps, il a une approche pratique de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, par exemple, dans Les Dents de la Mer, c'est de comprendre très concrètement comment le film a été fabriqué.
C'est ça, il veut savoir comment ça a été fabriqué. Et je pense que ce qui l'intéresse chez des cinéastes comme Resnais, chez des cinéastes comme Godard, c'est la manière dont ils fabriquent leurs films. Et notamment parce que c'est des grands artistes du montage, en fait, Resnais et Godard, chacun à leur manière. Et notamment, comment est-ce qu'ils pratiquent du collage d'images. Comment est-ce qu'ils créent du temps et de l'espace à partir du montage. Je crois que c'est ça, c'est cette approche pratique-là qui l'intéresse. Finalement, ce qui est intéressant chez Soderbergh, c'est qu'on peut... Il y a quelque chose de très théorique dans son cinéma. Il peut avoir un côté très cérébral, même par moments, Soderbergh, mais sa pratique de cinéaste ne l'est jamais. Ça vire jamais à la théorie. Lui, il faut qu'il ait les mains dans le cambouis. C'est pour ça que assez vite, il va avoir envie de récupérer la caméra, de récupérer le banc de montage. C'est parce qu'il a ce besoin d'être vraiment au travail, concrètement, pratiquement sur ses outils. Et ça ira jusqu'à la distribution de ses propres films. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné détenir, on va dire, tous les pouvoirs même sur un film pour que le film ressemble plus à l'idée qu'il en avait faite, avec le moins on va dire, de mur entre lui et l'objet. Voilà, il faut vraiment que tout puisse se briser pour qu'il puisse faire le film qu'il veut faire. Si on veut comprendre un peu... Oui. Pardon, tu disais, excuse-moi. Non, vas-y. Non, mais pour prolonger ce que vous disiez, c'est qu'en fait, pour comprendre son rapport, sa propre histoire du cinéma, il y aurait cet exemple dont tu avais déjà évoqué lors de la soirée du 22 juin. C'est dans l'anglais, le fait qu'il utilise des images du film de Ken Loach, je sais pas, de L'arme pour Joy, si je me trompe pas. Pour Cow, pardon, parce que le titre, c'est vrai qu'original, c'est Pour Cow, voilà. Et on peut comprendre à ce moment-là son rapport à cette histoire du cinéma, son histoire du cinéma, et comment il prolonge en partant de cette base pour en faire son propre cinéma. Si on veut comprendre ça, c'est peut-être que l'anglais serait un exemple approprié. Oui, ça me semble pertinent. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas tant qu'il aime le film de Ken Loach, ou qu'il aime ce film-là en particulier, mais ça va lui être utile à ce moment-là pour pouvoir raconter le passé de son personnage et pour pouvoir donc caractériser le personnage, et également cerner les enjeux dramatiques du film, d'utiliser des images préexistantes. Après, je vous fais cette petite incise, mais il y a des cinéastes qui l'intéressent, comme Richard Lester, on en parlait à propos de ce livre d'entretien, ou John Huston, par exemple, parce que ce sont des cinéastes qui, d'une certaine façon, ont été assez libres tout au long de leur vie de faire à peu près ce qu'ils voulaient, sans forcément devoir se créer, on va dire, une persona d'auteur au sens d'une thématique récurrente ou de choses comme ça. C'est plutôt des cinéastes aventureux qui faisaient les projets qu'ils avaient envie de faire au moment où ça se présentait pour eux. Par rapport au... Comment dire lorsque Soderbergh a cette clairvoyance en faisant Contagion, il ne le sait pas qu'il y aura ensuite une pandémie. La question que je me pose, c'est que, en fait, à chaque fois qu'il traverse en même temps que les autres une période un peu forte politiquement, elle n'a pas forcément de répercussions sur son cinéma, vu qu'il l'a déjà anticipé 5 ou 10 ans avant. Et donc, je voudrais savoir comment ce cinéaste, finalement, de par sa mise en scène, questionne la politique. Mais la politique au sens large du terme. En fait, il fait ni plus ni moins ce que les néo-réalistes italiens ont fait à leur époque. C'est-à-dire, déjà, ils se contentent, ils cherchent à regarder son époque. Il se dit que c'est en regardant son époque, de la manière la plus objective possible, d'abord, qu'on peut comprendre ce qui la structure. Et à partir du moment où on fait apparaître cette structure, on peut commencer à se projeter dans ce que ça peut produire dans l'avenir. L'exemple typique, c'est Laundromat, puisque dans Laundromat, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement la question de l'évasion fiscale. Bien sûr que ça l'intéresse, et bien sûr que c'est 90% du film. En fait, ce qui l'intéresse, c'est les conséquences de l'évasion fiscale. Ce qu'il veut, c'est montrer comment est-ce que l'évasion fiscale a structuré le monde, l'imaginaire des gens, la manière dont les gens interagissent entre eux, et comment est-ce qu'en fait, en créant cette structure-là, eh bien, on provoquera à terme la chute de la démocratie. C'est ça. C'est-à-dire que si on suit cette pente-là, on va fatalement vers la fin de la démocratie. Et le film nous emmène vers ça. Il nous emmène vers ça. C'est-à-dire qu'il révèle petit à petit tout ce qui en fait tient les différentes parties du monde par cette logique
d'évasion fiscale, donc cette logique d'économie folle, d'économie débridée. Et comment est-ce qu'en fait, à partir du moment où les gens qui s'adonnent à ça finissent par prendre le pouvoir, et bien forcément, la première chose qu'ils vont faire, c'est détruire la démocratie. Il me semble que c'est à peu près ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et voilà, mais il le fait uniquement d'abord en observant les choses. Il essaye de trouver le bon endroit et le bon moment pour regarder ce qu'il fait. Et voilà comment est-ce qu'en fait il arrive à donner un discours politique. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'en fait, les grands films politiques ne sont pas des films qui réagissent au présent, aux questions qui se posent. Ça, c'est des espèces de films dossiers qui peuvent avoir leurs vertus, mais qui, en fait, dans le fond, ne prêchent que des convertis déjà. Ouais, exactement. C'est-à-dire que les gens qui vont voir ces films-là, ils savent déjà ce qu'ils pensent, ils ont déjà un petit avis sur le sujet. On les conforte. C'est intéressant, justement, je trouve, quand on veut faire du cinéma politique, et c'est comme ça qu'à mon avis, Soderbergh fait du cinéma politique, c'est de se dire, bon, moi, il ne s'agit pas tellement d'emmener les spectateurs là où ils ont envie d'aller. Il s'agit au contraire de les emmener là où ils ne s'attendent pas à se retrouver pour leur dire, mais regardez cet aspect-là, regardez ça, et ça va vous arriver, réagissez à ça. Ne réagissez pas sur le mode de l'indignation, réagissez sur le mode de la pensée. Essayez de réfléchir à là où ça va vous conduire. Et Contagion, ils ne pouvaient pas savoir que ça allait se passer comme ça. Enfin, c'est quand même un film qui se termine par un carton où il est marqué « It's not if, it's when ». Ce n'est pas si, c'est quand. Donc ça veut dire qu'ils savaient que ça allait se produire. Ils ne pouvaient pas dire que ça allait se produire dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais en tout cas, ils savaient que ça allait arriver. Et ça peut donner un côté un peu oracle, un peu visionnaire, mais je pense que c'est au-delà de ça. C'est que simplement, si on regarde très concrètement qu'est-ce qui structure aujourd'hui le monde, si on arrive à trouver l'outil cinématographique, la dialectique cinématographique pour le faire parler, eh bien, naturellement, on commence à avoir une idée de ce qui va se passer dans les années à venir. Je pense que c'est très logique. Mais est-ce que ça peut susciter une incompréhension du spectateur, de la spectatrice par rapport à ça? Oui. Ça peut créer, ça pourrait expliquer parfois l'indifférence ou une certaine paresse critique par rapport à certains de ces films, en tout cas. À partir du moment où tu utilises des outils qui n'ont pas été forcément toujours employés, des outils inédits, des outils nouveaux, à partir du moment où tu questionnes les moyens par lesquels on a jusqu'à maintenant fabriqué de la fiction ou raconté des histoires, je veux dire, la nouveauté n'apparaît pas. Enfin, si tu veux, j'imagine que ça peut créer une interférence de pensée. Tu ne sais pas très bien ce que tu regardes, en fait. Tu ne sais pas très bien. Notamment parce que Soderbergh travaille à l'intérieur de genres qui sont extrêmement codifiés. Et s'il va interférer à l'intérieur de ces genres codifiés, tu as l'impression simplement qu'il est en train de te raconter quelque chose que tu as déjà vu maintes et maintes fois. Je pense qu'il peut y avoir des interférences qui amènent à une sorte de relative indifférence par rapport à ce qu'on regarde. Moi, ce qui m'a toujours marqué par rapport à Soderbergh, c'est l'indifférence qu'il peut susciter. Et cette indifférence, je pense que c'est un problème de pensée. C'est un problème de pensée par rapport à ces films. C'est-à-dire qu'on va ne voir que la surface de l'image. La surface de l'image ou du genre qui est utilisé. Un film comme Sexe, mensonges et vidéo, est-ce que maintenant, avec le recul, comment dire, bon, je vais utiliser un mot un peu fort, est-ce que c'est devenu un malentendu dans le cinéma en devenir de Soderbergh? Non. En tout cas, au départ, ça l'a été. C'est-à-dire que quand il fait ce film, là encore, il le fait avec des idées assez pragmatiques en tête. C'est-à-dire, il sait quel budget il a. Il sait chez qu'il lui. n'est pas du tout connu. Il sait qu'il doit tourner chez lui, à Bâton Rouge. Il sait qu'il n'a pas accès à des stars de cinéma, donc avec des acteurs qui sont un peu chevronnés quand même, mais en tout cas encore relativement peu connus. Et donc, il doit faire avec ces données-là. Et il se dit, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça qui pourrait donner un bon film, et surtout un bon film qui pourrait être excitant pour le public à découvrir. Et il réfléchit, il repense à un film de 71 qui est Ce plaisir qu'on dit charnel de Mike Nichols. Je trouve que Mike Nichols, c'est aussi quelqu'un avec qui il a entretenu des rapports amicaux. Enfin, c'était des gens qui étaient assez proches. Il a fait d'ailleurs 2 commentaires audio avec Mike Nichols sur des films de Mike Nichols, des gens assez proches. Et donc, il repense à Ce plaisir qu'on dit charnel. Il se dit, en gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est Ce plaisir qu'on dit charnel de 1989.
Parce que c'était un film relativement simple, c'était essentiellement des personnages qui dialoguaient dans des pièces fermées et qui parlaient de sexe, donc forcément c'était assez excitant à écouter pour le public. Et il se dit, bon ben voilà, il faut que je fasse un film un peu du même genre. L'idée, c'est bien sûr qu'à la fin, ça lui apporte un certain succès. Il ne s'attend pas, bien entendu, à obtenir une Palme d'Or, et deux, lancer, pour ainsi dire, le système du cinéma indépendant Sundance Miramax. Donc, ça peut être une sorte de malentendu. Sauf que, quand on revoit le film aujourd'hui, on se rend bien compte que déjà, il a une manière très particulière, très à lui d'aborder les choses. C'est-à-dire qu'il y a la surface du film et il y a toutes les dialectiques qu'il met en place pour raconter d'autres choses, pour raconter, pour faire se craqueler, par exemple, la surface de l'hypocrisie bourgeoise liée au couple, liée au mariage, pour montrer aussi à quel point est-ce que les rapports entre deux personnes sont toujours des rapports profondément matérialistes, qui reposent sur des transactions matérielles essentiellement. Et en fait, on se rend compte que le film, il a survécu, j'allais dire, à la hype qu'il a pu déclencher à l'époque, et surtout, il a survécu à ses succès d'année. Le film est beaucoup plus original, aujourd'hui encore, que la plupart des films qui peuvent lui ressembler, qui ont été faits dans les années suivantes. Je pense par exemple à tout le mouvement mumblecore américain. Bon, c'est ni plus ni moins que du post-sex mensonger vidéo, en fait, le mumblecore. Sauf que je trouve que le film de Soderbergh vieillit mieux, simplement parce qu'il avait posé les questions de façon, à mon avis, un peu plus générale, un peu plus globale que ces films-là. Pour revenir simplement à la question que tu posais tout à l'heure, il y a une surface dans les films de Soderbergh, souvent un genre dans lequel il va construire son film, dans lequel il va s'inscrire, et il y a des éléments dialectiques qui vont venir interférer à l'intérieur de ces choses-là. Et je crois que si on n'est pas en train d'essayer de suivre, je dirais, attentivement ce qu'il est en train de nous montrer et la façon dont vont agir ces interférences à l'intérieur de cette surface, je pense qu'on peut avoir un réflexe d'indifférence par rapport à ce qu'on regarde. Voilà, simplement. Je pense qu'il faut être attentif. Je sais que pendant qu'on regardait, Christophe disait souvent, la meilleure façon de comprendre Soderbergh, c'est d'essayer vraiment de comprendre la pensée de Soderbergh au fur et à mesure. C'est-à-dire vraiment, il fallait l'épouser, essayer d'épouser véritablement comment il pensait les choses, parce que sinon, on passe à côté. On passe à côté véritablement de ce qu'il présente. Et j'ai souvent eu cette impression-là. Je reviens là-dessus. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de sa carrière, la plupart de ses films, à part, on va dire, ses grands succès commerciaux, que sont Erin Brockovich ou Traffic ou les Ocean, notamment, les films, je crois, pardon, ça va paraître immodeste, mais ont été peu regardés ou mal regardés. Je crois qu'ils ont été appréhendés comme des gestes, mais pas comme des outils de pensée. Ouais, je pense par exemple à un de ses plus gros échecs qui est son remake de Solaris, qui est en l'occurrence plutôt une nouvelle adaptation du roman de Stanislas Lem. En fait, ce film, par exemple, c'est quand même un des rares films il y a un baromètre aux États-Unis, bon, qui vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, mais où on demande aux spectateurs, le jour de la sortie du film, de mettre une note sur le film, qui va de A si c'est super à F si c'est pourri. Et Solaris, c'est un des rares films à avoir obtenu la note F, donc la pire note. Ce qui est quand même incroyable quand on pense à tous les films affreux qui peuvent sortir sur les écrans chaque semaine. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, Solaris, ça a été un énorme échec à l'époque, mais simplement parce qu'en fait, c'est le film qui ne répond à aucune attente. Ce film ne répond à aucune attente du spectateur. Il n'y a pas d'attente pour un remake du Solaris de Tarkovsky. Il n'y a pas d'attente pour voir un film de SF anti-spectaculaire qui se déroule majoritairement dans des chambres à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Ouais. Il n'y a aucune attente pour un film qui essaye de radiographier la psychologie des Américains post-11 septembre. Eh oui. Il n'y a aucune attente pour George Clooney en version mâle qui découvre qu'en fait, il a été un mâle toxique auprès de sa copine. Enfin, c'est un film qui ne répond à aucune attente. Sauf que quand on le revoit aujourd'hui, on se rend compte que tous ces arguments-là, qui ont été plutôt au détriment du film de Soderbergh, seraient aujourd'hui vantés comme d'extraordinaire qualité.
On dirait, mais c'est fou d'avoir osé un film aussi minimaliste, c'est fou d'avoir osé prendre Clooney à contre-emploi, c'est fou d'avoir essayé de développer les choses, non pas sur une métaphysique tarkovskienne, mais sur un rapport plus existentialiste, donc fatalement plus proche aussi d'une pensée américaine. C'est fou, tout est fou dans ce film. Et c'est fou d'avoir pensé aussi avec une telle économie de moyens. Donc en fait, même esthétiquement, souvent, Soderbergh, il prend un peu le spectateur à rebrousse-poil et il le prend de court, quoi. Et si tu regardes les commentaires qui avaient été faits ou les critiques qui avaient été faites de Solaris au moment où le film a été fait, le film n'a été appréhendé que comme un remake du film de Tarkovsky ou une attente par rapport au film de Clooney. Mais personne n'a regardé, par exemple, le rapport du film au 11 septembre. Ouais. Alors que c'est dans le film. C'est dans le film. Mais simplement, le geste a été commenté et à partir de là, comme le geste répondait pas aux attentes, effectivement, de ce qu'aurait dû être un remake d'un film comme celui de Tarkovsky, on passait à côté de la pensée du film, de la pensée qui était construite dans le film. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ensuite, il y a eu plein de remakes déguisés de Solaris. Interstellar, quelque part, c'est une sorte de remake déguisé de Solaris aussi, quoi. C'est le même trajet. C'est-à-dire qu'il y a deux grands modèles de la SF métaphysique. Il y a 2001 et il y a Solaris. Pendant longtemps, on a fait les 2001, et puis à partir de Solaris, on a fait que des Solaris. Sauf que Soderbergh, il a eu le malheur d'avoir été le premier à le faire et de l'avoir fait en plus ouvertement. On pourrait parler même de Gravity. De Gravity qui replie la science-fiction et l'infini à une question intime. Ouais, parce que la question de Solaris, c'est la question du retour au foyer aussi. C'est le retour au foyer avec la conscience de toutes les erreurs qu'on a pu commettre et avec l'idée justement de recréer cette vie-là sans ces erreurs-là. Et c'est des idées qui sont quasiment dans tous les grands films de SF qui ont été tournés depuis Solaris. Franchement, c'est ça. Et oui, il a juste été précurseur sur ce coup-là. Mais le retour au foyer que vous évoquez, pardonnez-moi pour cette psychologie un peu de bazar, mais j'ai l'impression que c'est un motif qui revient souvent chez Soderbergh, plus ou moins déguisé par rapport, je sais pas moi, Erin Brockovich, plus ou moins, Ocean's 12, c'est quand même l'histoire d'un gars qui finalement a envie de reconstruire un foyer. Et puis tu disais, Frédéric, au début de l'émission, le fait est qu'il utilise le pseudo de son père et de sa mère pour occuper. C'est assez troublant tout ça. Question que j'avais pas prévu de poser pour le coup. En tout cas, on s'est rendu compte, au regard de ce qu'on pouvait avoir comme élément biographique, que dans la plupart de ces films, la question intime, la question du couple, la question du foyer, la question intime vraiment de l'individu, lui par rapport au monde, revenait sous différentes formes. Si bien que de toute façon, c'était l'enjeu quand on s'est mis à penser à ce bouquin. Évidemment, on avait un peu l'envie de faire quelque chose d'analytique, évidemment, mais quelque chose d'un peu biographique aussi. On avait besoin quand même de comprendre dans quelles conditions il fait les films. Et les conditions, c'est aussi les conditions, évidemment, de sa vie. Donc, évidemment, il y a une interférence. On va dire, il y a des échos entre la biographie et ce qu'on peut regarder dans les films. Mais en tout cas, cette question de l'intime, oui, elle me semble traverser à peu près tous les films de Soderbergh. Oui, il y a de toute évidence un questionnement autour du couple, et qui d'ailleurs revient de manière absolument étonnante dans ces deux derniers films, dans Présence et dans Insider, qui sont vraiment des films qui tournent autour de cette idée-là, du couple, de la famille, et de la distance aussi. Bien vu. Pardonne-moi, Christophe, qui n'ont pas été bien vus, je pense aussi, pour le coup, qui n'ont pas été vus. Présence, pas trop. Insider, un peu plus quand même. Après, c'est toujours pareil, quoi. Avec Soderbergh, Soderbergh ne cherche pas à faire des chefs-d'œuvre. Ça fait longtemps qu'il a abandonné cette idée-là. Lui, son but, c'est de faire du cinéma. Et il a une haute idée du cinéma. Et pour lui, en fait, il dit il y a le cinéma et il y a les films. Les films, c'est justement ces espèces d'objets un peu parfaits, mais aussi un peu aseptisés, un peu lissés. Et le cinéma, ça les borde. Et lui, c'est un peu son idée. C'est moi, je veux faire du cinéma, c'est-à-dire je veux que chaque film déborde d'idées, déborde de visions, déborde d'envie, déborde de voilà. Chez lui, ça doit être ça. Mais il
il n'est pas dans l'idée de faire des grands films qui seraient un peu massifs et il est plus là-dedans. Donc ces films-là, c'est aussi pour ça qu'ils sont parfois un peu mal compris. Ils sont un peu regardés comme nous on parle de prototypes, hein, on va parler en tout cas dans le volume 2, on va parler de prototypes parce que c'est ça, c'est-à-dire que quelque part ils défrichent. C'est des films qui défrichent, qui inventent des choses, qui sont appelées à être prises sans doute par d'autres derrière, mais lui, son idée, c'est ça, c'est de défricher, faire sans arrêt des choses nouvelles. Et pour revenir à la question de la biographie... Le chef-d'œuvre le distingue aussi de beaucoup de cinéastes de sa génération. Oui, c'est ça. Parce que quand même penser que Fincher, que Tarantino, que James Gray, tous ces cinéastes, Paul Thomas Anderson, exemplairement, sont des cinéastes qui créent des événements autour de la sortie de leurs films et qui font de leurs films des événements. Soderbergh, évidemment, il est dans le non-événement, d'une certaine façon. Et pire encore, on a l'impression que chez certains cinéastes, moins ils tournent, plus ils sont considérés. Je pense par exemple à un type comme Bennett Miller, qui a fait 3 films en 20 ans et qui est limite un dieu vivant. Alors qu'il a fait que 3 films, quoi. C'est quand même très très peu, quoi. J'ai l'impression que c'est une vertu. Moins on tourne, plus on est considéré. Mais bon, bref, peu importe. Et je voudrais quand même rajouter un truc sur la question de la famille et du couple et cette idée du foyer. Parce que chez lui, l'idée, c'est quand il y a un couple, il faut d'abord mesurer la distance entre le couple, quitte à la combler ensuite. Et c'est très intéressant parce que quasiment tous les films fonctionnent sur cette idée-là, c'est-à-dire qu'il prend toujours des couples qui sont distendus alors soit par les événements, soit par le fait qu'ils attrapent leur histoire à un moment critique, soit parce qu'ils les attrapent justement au moment d'une séparation. Et l'idée, c'est ça, c'est comment est-ce que cette distance-là peut se combler ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il n'a pas toujours la même réponse selon les périodes de son œuvre. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est mesurer. Et parfois mesurer vraiment à l'écran, c'est-à-dire visuellement, ce qui peut séparer un homme et une femme. C'est quand même souvent des couples hétérosexuels, il faut le dire chez lui. Hein. Il y a juste l'exemple de Liberace où il aborde un couple homosexuel, mais sinon, en général, c'est plutôt hétérosexuel. Mais il est évident qu'il y a des films qui font écho directement à sa vie. Et par exemple, Schizopolis, qui est un film très particulier dans son œuvre, qui est une sorte de film canular. Et Schizopolis, c'est un film qui est tourné avec son ex-femme et il va se servir des outils qu'il va mettre en place, là, qui sont plutôt des outils de la comédie, enfin, énormément d'outils de la comédie, hein, parce qu'à mon avis, il passe par beaucoup de registres différents dans Schizopolis, pour essayer de comprendre, finalement, ce qui s'est produit aussi dans son couple. Voilà. Quelle est la distance qui s'est instaurée dans son couple entre lui et son épouse, et il l'a fait jouer à l'intérieur de son film. Je pense qu'on a un peu de la même génération et je me souviens que milieu des années 90, pratiquement vers la fin, il s'est passé un truc avec Soderbergh, c'est qu'il a aligné comme ça une quantité incroyable de films. Je crois que c'était même tous les ans pratiquement. Et j'aime bien parce qu'il y a un mot que vous dites par rapport à ça, enfin pas par rapport forcément à cette période, mais par rapport à l'entièreté de sa filmographie, l'idée qu'il est insaisissable. Et j'ai cette sensation que, oui, et je crois que c'est le mot que j'avais envie de trouver depuis plus de 25 ans, parce que je me souviens vraiment qui était c'était assez, moi, je suivais énormément Soderbergh à ce moment-là, et ce côté insaisissable, finalement, traduit, et là, quand je parle de politique, c'est vraiment politique cinématographique, sans être militant, pour le coup. Non, je ne pense pas qu'il y ait de militantisme, non. Non. En plus, et quand il y en a, il s'en moque. Il a tendance toujours à placer une pique dès qu'il y a une idée qui est un peu trop évidemment située idéologiquement ou politiquement, il a tendance à ricaner du genre, mais ça, c'est parce que, un peu comme s'il était structurellement de gauche, quoi. Enfin, naturellement. Non, lui, ce qui m'intéresse, c'est de faire apparaître des choses plus profondes. D'ailleurs, les pages que vous lui consacrez à Haché confirment tout ce que vous êtes en train de dire. Hein. Je trouve ça... Je pense qu'il faut prendre le terme de politique au sens presque étymologique, hein. C'est-à-dire faire du politique, hein. C'est-à-dire faire du politique, participer aux affaires de la cité. Et quand je parlais de militantisme, excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas été très clair, c'est par rapport au geste de cinéma, c'est pas forcément par rapport… voilà. Et c'est pour ça que je faisais une connexion avec insaisissable. Il se passe un truc durant cette période qui va créer quelque chose.
Je pense que c'est vraiment un cinéaste qui est à la recherche d'une indépendance perpétuelle. Et c'est ça aussi son geste esthétique, c'est-à-dire c'est dire si vous attendez ça de moi, je vais faire l'inverse. Parce que si vous attendez ça de moi, ça veut dire que quelque part vous êtes déjà en train de me le demander, me le commander. Et moi, ça m'intéresse pas. Je veux répondre à aucune attente sinon la mienne. Je veux parler et montrer les choses que j'estime être les choses à montrer et dont il faut parler là maintenant. Et si jamais vous me dites qu'il faut que je parle de ce dont j'ai parlé il y a 2 ans, eh ben, c'est que quelque part, vous êtes déjà en train de vous tromper. Donc, le geste esthétique, il se situe là aussi. C'est-à-dire, il faut que régulièrement, on remette l'ouvrage sur le tapis. Lui, il fait ça à peu près tous les 5 ans. Tous les 5 ans, je ne vais pas dire qu'il repart à zéro, parce qu'on voit bien que depuis 10-15 ans, il y a une continuité esthétique. Disons grosso modo, depuis qu'il a basculé au numérique, on voit bien que ces films ont plus d'unité, je pense, qu'il n'en avait dans la période précédente. Mais malgré tout, même avec ça, il y a quand même la volonté, tous les 5 ans, de se dire, bon, ok, qu'est-ce que je viens de faire là pendant 5 ans et qu'est-ce que je vais faire pendant les 5 années d'après qui ne vont pas être ce que je viens de faire là. Donc en gros, alors ça peut être parfois une remise en cause esthétique, ça peut être une remise en cause de support. Il y a quand même une période où il va aller faire beaucoup de séries télé, par exemple, parce qu'il voit là-dedans un nouveau média qu'il n'a pas encore expérimenté, où il voit des possibilités. Donc il va aller travailler avec ce média-là, vraiment. Ça peut être aussi travailler sur des choses qui sont tout à fait marginal. Par exemple, il va remonter des films très connus, genre La Porte du Paradis, Dominion l'Odyssée de l'espace, des montages complètement pirates qu'il va publier sur son site internet. Voilà, histoire de dire, voilà, là, je travaille l'idée du montage. Mais en ça le rend totalement insaisissable. Mais c'est pour ça qu'on le compare souvent dans le bouquin avec Godard, mais Godard faisait ce genre de truc aussi. Hein. Il était tout à fait capable, lui, de tirer un trait sur une période entière de son œuvre et dire, bon, bah voilà, je repars sur autre chose. Bah, Soderbergh, c'est un peu pareil. Mais par exemple, on fait de dire, bah voilà, ça m'a fait mon succès, très bien, maintenant je vais faire l'inverse. On en parle, par exemple, dans le deuxième tome, mais en 2014, il fait un discours à San Francisco sur l'état du cinéma et c'est là qu'il fait la différence entre cinéma et film, par exemple. C'est là où il conclut qu'il y a une difficulté aujourd'hui à produire des films comme lui les désire, parce que les coûts de marketing sont devenus extrêmement importants et lissent complètement les sujets, parce qu'il faut absolument pouvoir faire du rendement sur ces films-là, donc il faut faire des films pour un public déjà ciblé, choisi. Et il dit qu'il arrête le cinéma. Bon, et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il se pose la question de quand est-ce qu'il va revenir? Bon, il va revenir en fait avec une série télé. Il va revenir avec une série télé et il va essayer de trouver à ce moment-là d'autres outils pour essayer de contrecarrer ce qu'il a désigné comme étant les problèmes de production. Et il va devenir son propre distributeur à ce moment-là. Il va essayer de trouver de nouvelles façons d'inventer du cinéma. Et évidemment, ça aura des conséquences esthétiques. Quand vous travaillez sur le livre, l'idée de le segmenter en 2 volumes était une évidence pour vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Au départ, on pensait vraiment faire le livre en 5 parties, dans un seul volume, donc qui irait grosso modo de Sex Mensonges et Vidéo à Landromat. Sauf que le Soderbergh tourne tellement vite qu'en fait, entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a mis quasiment le point final à la 5e partie, eh bien, il avait tourné 5 films, je sais pas combien de séries, enfin bref. Donc en fait, la question s'est posée de rajouter une partie, mais là, on commençait à aboutir à un pavé qui pouvait, on va le dire très clairement, être très intimidant pour le lecteur quand même. Et c'est là où, pour le coup, avec notre éditeur, on s'est dit, bon, et si on coupait en 2? Et en fait, finalement, c'est pas mal, parce que on l'aurait pas fait spontanément, je pense, mais en fait, on se rend compte que ça a une pertinence, déjà parce que ça permet de le couper en 2 sur cette différence entre les années analogiques et les années numériques. Et en fait, c'est un vrai basculement dans l'œuvre de Soderbergh, cette différence-là. Et puis, nous, on le connaît, le 2e volume, donc voilà, mais on se rend bien compte aussi que c'est marrant, ça marche vraiment comme une suite au cinéma, c'est-à-dire, le 1er volume, il pose un peu toutes les bases, et le 2e volume, il va tout rassembler et tout va faire le 2e volume, et surtout, ça va devenir
d'un seul coup beaucoup plus, ça va devenir plus politique, ça c'est sûr. Ça va devenir plus frontal. Hein, on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du contemporain et de l'actualité et du monde, tout simplement. Et ça va aussi, je pense, prendre de l'ampleur esthétiquement. C'est-à-dire que le système Soderbergh va vraiment se mettre en place et on va se rendre compte à quel point est-ce qu'en fait c'est une machine de guerre pour décrypter le réel. Et voilà, donc je pense que là, tout le premier volume, en fait, prépare l'explosion du deuxième. Quoi. On n'est pas prêt. Si tu veux, ce qui se passe, c'est que pendant le premier volume, on voit un cinéaste qui s'invente. Un cinéaste qui se cherche, un cinéaste qui s'invente, un cinéaste qui met en place des outils, c'est-à-dire qu'il expérimente des outils et il voit comment ça fonctionne. Qui rate. Si bien que l'écriture du deuxième volume, elle va en être impactée elle en est impactée de toute façon dans la mesure où les concepts, il les a fabriqués avec ces années analogiques et soudain, il va utiliser ces outils vraiment dans ces années numériques. Et il y a autre chose qui, à mon avis, nous paraît aujourd'hui assez pertinent par rapport à cette division, c'est que Christophe et moi, on aime énormément ce qui se produit juste après le Che. C'est-à-dire Girlfriend Experience, The Informant, Contagion, Piégé, Magic Mike. Nous, on a tendance à penser que c'est peut-être son âge d'or, c'est-à-dire enfin, là où il fait peut-être ses films les plus pertinents. Et d'une certaine façon, commencer un deuxième volume par une période qui est pas tellement connue, parce que, Girlfriend Experience, The Informant sont des films un peu oubliés, Piégé a été totalement, je veux dire, est passé sous les radars. Et d'une certaine façon, commencer ce deuxième volume par un feu d'artifice, où Soderbergh, à mon avis, est au summum de ses moyens. C'est une façon aussi, à mon avis, d'entériner, hein, là je reviens un petit peu aux critiques de cinéma, si tu veux, cette période-là. Ça veut dire de dire, cette période-là, elle est très importante, et artistiquement, elle est grande, tout simplement. Ouais, c'est des films vraiment qui vieillissent pas du tout en plus. C'est vraiment étonnant. Hein. Ils se bonifient carrément avec le temps. On pourrait se dire que parce que c'est un peu aussi l'époque des premiers films tournés en numérique, ils vont mal vieillir, mais en fait, il est même en avance sur comment faire du numérique pertinent et intéressant esthétiquement. C'est-à-dire, il a une formule, il dit le numérique, il ne faut pas camoufler ses défauts, il faut les utiliser. Il y a des défauts, il faut pas le traiter comme un sous 35 mm, ça c'est l'erreur fatale. Il faut utiliser les défauts du numérique, s'en servir et les transformer en qualité. Et donc en fait, il y a une réflexion esthétique sur l'utilisation du numérique qui fait que ces films-là, en fait, ils sont étonnants parce qu'ils sont déjà très singuliers et surtout, ils ont l'air d'être intemporels. C'est très, très surprenant de faire l'expérience de ça. On a présenté The Informant au moment de la sortie du livre et c'est vraiment étonnant comme ce film qui a été, là encore, hein, très, très mal compris à sa sortie. Aujourd'hui, d'un seul coup, il apparaît à tout le monde comme une évidence. Et surtout, il est extrêmement plaisant à regarder, alors que je pense que beaucoup de films qui ont été tournés la même année, l'expérience n'est pas aussi plaisante quand même. Mais notamment en termes de distance esthétique. Quand The Informant est sorti, je crois, en 2009, c'est un film, encore une fois, qui a été peu commenté, finalement. Et le film paraissait presque incompréhensible. Hein, je sais qu'il y avait un truc qui bloquait entre le spectateur et ce que racontait le film. On l'a présenté avec Christophe à Super 7, avec des étudiants, on va dire, ou des jeunes gens qui ont ri pendant 2 heures. On les entendait rire, tu vois, dans la salle. Et je l'ai présenté à un public de gens plutôt âgés. Et je me demandais comment ils allaient réagir. Et ils riaient énormément. Et j'étais très étonné devant 2 publics très différents de voir comme le film, 15 ans après, paraissait vraiment une évidence. C'est-à-dire, comme nous, c'est ce qu'on pense, comme une des grandes comédies américaines de ces 20 dernières années. Et pendant ce temps-là, Soderbergh est passé à autre chose. Même si, voilà, oui. c'est ça qui est assez. Mais vous parliez à un moment de ça, de filmer assez vite, mais comment on peut signifier filmer plus vite dans le contexte d'un monde qui est toujours en mutation? Je pense que c'est justement ça l'enjeu. Je pense que l'enjeu, c'est essayer d'épouser le rythme du monde. Et forcément, si vous faites un film tous les 3 ans, le monde, vous avez intérêt à être vraiment connecté avec
pour que quand le film sorte, vous soyez encore au rendez-vous de ce qu'est le monde. Il faut avoir les antennes bien sorties pour ça. Soderbergh, il a cet avantage-là, c'est que, donc, comme on l'a déjà dit, il a tendance à regarder dans la réalité ce qui prépare les événements à venir, mais en plus de ça, en tournant aussi vite, et ben en fait, il y a quasiment pas de décalage entre ce qu'il filme, et souvent il filme des choses, il filme la réalité du présent, il a fait très peu de films historiques, par exemple, Soderbergh, il filme surtout le présent. Donc tout ce qu'il filme, s'il le présente, je sais pas, même un an plus tard, un an après son tournage, eh ben, il y a des chances quand même que ça ressemble encore à ce que le monde est. Donc cette vitesse d'exécution, cette vitesse de tournage, cette vitesse de montage, il faut quand même rappeler que Soderbergh est son propre monteur, mais c'est bien plus que ça. Il monte ses films le soir de leur tournage, c'est-à-dire qu'il tourne, il rentre chez lui, il monte ce qu'il a tourné dans la journée. Ce qui fait que au moment du dernier jour de tournage, il garde toute son équipe sous le bras, acteurs compris, il dit attendez, je vais vous montrer le film. Laissez-moi 2 heures et je vous montre le film. Parce que donc il l'a monté pendant le tournage. Il leur montre un premier montage comme ça, un peu brut de ce qu'ils ont fait. Donc, la rapidité d'exécution de Soderbergh, elle lui permet aussi d'épouser la rapidité des modifications du monde. C'est en ça aussi où c'est un cinéaste absolument passionnant parce qu'il nous oblige, nous, à épouser son rythme à lui. Et en épousant son rythme à lui, il nous oblige aussi à épouser le rythme des transformations du monde et le rythme des changements dans les enjeux contemporains et de tout ordre. Donc c'est en ça où c'est intéressant. C'est pour ça aussi que c'est un challenge de faire un bouquin sur un mec comme Soderbergh parce que, et je ne vais pas dire que c'est plus facile de faire un livre sur Walsh qui a une filmographie monstrueuse, c'est évidemment très difficile. Mais j'allais dire, ça a au moins un avantage de faire un livre sur Walsh, c'est qu'il ne va pas en tourner de nouveau. Donc en fait, on a affaire à un corpus fini. On sait où elle s'arrête, l'œuvre de Walsh. Donc ça va, c'est énorme. C'est monstrueux de défricher ça et c'est monstrueux de s'y retrouver, mais au moins c'est fini. Avec Soderbergh, le truc c'est que comme il a toujours 1, 2, 3 coups d'avance sur nous, et ben en fait on est obligé de lui courir après. Le vrai challenge, c'est ça, c'est d'essayer d'aller aussi vite que lui pour pas se retrouver avec un train de retard. Et voilà, donc c'est ça le vrai challenge. Et puis surtout, on sait pas où il va aller. Donc on est obligé d'être très modestement, de se dire bon ben voilà, là il en est là, mais peut-être que demain il va aller encore ailleurs et peut-être que même demain il va nous donner entièrement tort ou j'en sais rien. C'est le challenge de faire un bouquin sur un mec comme Soderbergh. Et tu sais que Soderbergh, par exemple, se remet à remonter ses propres films. Donc, par exemple, là, il est passé dans une période où il remonte ses propres films, et on sait qu'il y a une version nouvelle de Kafka qui a été faite, où il semblerait qu'il a totalement remodelé le film, remonté le film, et je pense qu'il l'a remonté, j'imagine, connaissant Soderbergh, peut-être au regard du contemporain. C'est-à-dire pas tant dans l'idée de parfaire son film, que de rendre son film encore plus pertinent aujourd'hui, au regard du monde, puisqu'on sait que les incartades historiques rares de Soderbergh, on en parlait hier avec Christophe à propos de The Knick, sa série qui se passe au début du XXe siècle. C'est une série, il a utilisé cette fois-ci, on va dire, la reconstitution historique pour éclairer le présent, et non pas simplement pour être dans la reconstitution. Donc, mais ce corps soderberghien qui monte le soir et qui, à la fin du tournage, montre un premier jet de ce film, et puis le corps de tous ces personnages dans pratiquement tous ces films, est-ce que le traitement de ce corps au cinéma, est-ce que ça reflète aussi un propos économique ? Je pense, par exemple, sans être... Sans comment dire, en étant un peu... Enfin, je pense à The Girlfriend Experience, je pense à L'Anglais, parce que ces deux films, on les a montrés, et puis ça me marque beaucoup. Je pense aussi au corps de Catherine Zeta-Jones, qui n'arrête pas de courir après quelque chose dans Ocean's 12. Et de plus en plus, est-ce que ça reflète un propos économique, tout ça ? Parce que c'est un cinéma qui travaille beaucoup sur l'économie aussi, l'économie marché, ça vous l'avez dit dès le début, et vous en parlez. Oui. Faire voir l'invisible. Hein. Enfin, ça paraît altruisme quand on parle de cinéma, mais faire à un moment donné apparaître la manière dont les flux économiques varient
et construisent notre monde, et notre imaginaire aura des impacts sur les personnages et la façon dont il va caractériser ces personnages. Reprenons l'exemple de The Informant. Il est évident que la manière dont il va grimer Matt Damon à ce moment-là, le fabriquer, véritablement fabriquer son personnage, le personnage va devoir prendre des kilos, s'affubler d'une moustache, va raconter quelque chose, évidemment, de la manière dont ce personnage est impacté par son environnement. Or, comme il est lui-même le sujet et l'agent de cet environnement, eh ben, ça aura un impact sur la manière dont il se représente en société, tout simplement, la façon dont il apparaît en société. Ce serait Ouais, il y a un film très clé, à mon avis, dans l'œuvre de Soderbergh, qui est Bubble, qui est donc un film qui fait donc dans ce qu'on considère, nous, comme la troisième partie de sa carrière, donc qui est une période très expérimentale et qui prépare, parce que c'est un peu le premier film qui tourne en numérique, donc qui va préparer toutes ces années digitales numériques qui vont venir ensuite. Et c'est le film peut-être où il s'approche le plus de cette idée de filmer un corps économique, ou en tout cas un corps modelé par l'économie, puisqu'il va filmer de vrais ouvriers, en tout cas de vrais Américains de l'Amérique profonde. En l'occurrence, là, dans le film, ce sont des ouvriers dans une usine de poupées, mais il est allé faire un casting sauvage sur les lieux où il a tourné le film, donc c'est le lieu où il avait trouvé cette usine de poupées, et il a pris des gens qui étaient eux-mêmes, alors c'était pas forcément des ouvriers, mais l'actrice principale, elle gérait un KFC, par exemple. Donc, c'est vraiment des corps qui sont soumis à cette économie et à ce travail tel qu'il est pensé par la société capitaliste et libérale contemporaine. Et en observant ces corps-là, en les regardant vivre, en les regardant interagir, en les regardant bouger, eh ben, il fait déjà apparaître finalement ce qu'est une organisation économique du monde, tout simplement. Et il n'a plus qu'à créer un vague argument scénaristique, parce que c'est très lâche en fait l'argument scénaristique de Bubble, de toute façon le film est extrêmement court, et à laisser ses acteurs improviser, parce qu'il les a laissés improviser les dialogues, il leur donnait le canevas des scènes, mais il les laissait improviser, et en fait il suffisait de regarder ça, de regarder leurs interactions entre eux, mais aussi leurs interactions avec l'environnement, pour comprendre, pour faire apparaître l'ordre économique du monde, tout simplement. Donc, ouais, en regardant les corps tels que l'économie les a fabriqués, on comprend aussi comment ces corps, à leur tour, fabriquent le monde pour que ce monde soit facilement contrôlable par l'économie. En fait, c'est un système de cercle vicieux, ou en tout cas, les choses se nourrissent entre elles. Les choses se nourrissent entre elles. Et il faut trouver les corps à filmer à ce moment-là, et il faut trouver le moyen de filmer ces corps. Et donc, ça veut dire, à ce moment-là, quelle est la bonne distance à utiliser, quelle est la bonne focale, quel est le bon outil, quelle est la bonne caméra qui me permettra, à ce moment-là, de faire apparaître ces corps dans cet environnement dont ils sont, comme on disait, agents et acteurs. Et donc, ça va avoir un impact véritablement sur sa manière de filmer. C'est quelqu'un qui expérimente sans cesse des nouveaux outils aussi technologiques et qui va même travailler parfois avec les constructeurs pour essayer de comprendre ce qu'on peut voir avec cet outil-là. Une caméra, c'est vraiment un outil pour regarder. C'est une lentille pour regarder. Donc, ces films vont lui servir d'expérience pour mieux voir. Et donc, à ce moment-là, où est-ce que je me situe? Comment je fais un panoramique? À quelle distance je regarde? C'est un cinéaste, je veux dire, on a parlé du découpage tout à l'heure, on parlait de Spielberg, où le découpage est vraiment pertinent. À chaque fois, vraiment, il se repose la question de où je suis. Et nous, on se rend compte, en revoyant les films, à quel point il n'y a pas de gras dans le cinéma de Soderbergh. Ça veut dire un plan n'est pas simplement une transition entre deux moments clés. Tu vois, où on ne va pas rajouter un plan, puisqu'il refait le montage en permanence. Un plan a toujours quelque chose à nous faire regarder. Quand prévoyez-vous le volume 2 ? 6 mois. Novembre ou décembre.
Ah donc, on se donne rendez-vous en novembre-décembre alors pour parler du volume 2. Mais avec là, ça va pas durer 1 heure, ça durera beaucoup plus, je pense, parce que comme voilà, j'en suis persuadé, on va revenir sur pas mal de choses. En tout cas, je rappelle, hein, Steven Soderbergh, volume 1, Les années analogiques, c'est édité chez Marest. D'ailleurs, j'ai omis de dire, mais pour moi, c'est tellement évident. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez le fameux lien qui renvoie à la page dédiée du livre sur le site de l'éditeur, donc en l'occurrence Marest, livre écrit par Christophe Chabert et Frédéric Mercier, et vous étiez là pour en parler. Il y a, j'arrête pas, c'est ma devise, hein, 0,01% de ce qu'on a dit du livre. Bien évidemment, il y a encore plein de choses et je vous invite à vous le procurer. C'était un plaisir et on se donne rendez-vous donc dans 6 mois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Merci. Samir. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle